belle école de la République pour notre pays. Monsieur a failli ajouter, on vous souhaite bon courage. Il y a cela, je vous ai compris il y a toujours. Non, mais merci. Merci, Monsieur le Président, de vos interventions et de la complémentarité aussi de vos propos. Je n'aurai pas la prétention devant vous de poser des solutions, mais simplement de vous faire part de l'esprit dans lequel nous travaillons. Je crois que c'est très important. Tout d'abord, vous dire l'intérêt fort qui est porté au niveau national, que je porte personnellement en tant que directeur académique des services de l'éducation nationale du Loiret, à tendre vers une réduction, une limitation des inégalités, qu'elles soient sociales, qu'elles soient territoriales. Et dans notre département, dans lequel je n'ai pas la prétention d'avoir la connaissance et l'expertise fine des présidents qui se sont exprimés, mais cela fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai pris mes fonctions et j'ai mesuré assez rapidement à quel point nous étions sur une terre contrastée. Nous ne sommes pas un département à dominante rurale, avec des caractéristiques que j'ai pu connaître dans un département précédent qui était la Nièvre, que certains connaissent peut-être, où nous avions la moitié des écoles à une ou deux classes, avec des difficultés liées à la circulation, tout simplement. Si vous connaissez cette belle région et le Morvan, aller de Nevers à Dijon, eh bien, même si on le fait, je le faisais chaque semaine, c'est à chaque fois toute une expédition. Et lorsqu'il s'agit d'examiner les situations d'école ici ou là, il faut systématiquement raisonner non pas en distance, mais en temps pour les familles et pour les élèves. Je cite ce point simplement pour vous dire que je suis extrêmement sensible et attentif justement aux questions relatives aux secteurs isolés au sens large et ruraux en particulier. Ça me paraît important, mais ce que j'entends par là, c'est être extrêmement attentif justement à veiller aux équilibres et à faire, comme vous le disiez, Monsieur le Président, que notre action au quotidien porte sur une école de qualité, quels que soient les lieux, les territoires, que ce soit effectivement en secteur urbain ou périurbain, avec certaines écoles ou établissements du second degré qui sont classés en éducation prioritaire. Vous avez sans doute entendu parler de ces cycles de REP et REP+. Pour vous donner simplement un chiffre, nous avons cette année dédoublé pour les classes de CP en REP, près de 71 exactement, 71 classes de CP qui sont dédoublées, qui s'ajoutent aux 23 qui avaient déjà été dédoublées l'an passé en REP+, et nous avons dédoublé également 19 CE1 en REP+, et nous poursuivrons l'année prochaine avec les CE1 en REP. Désolé pour ce propos peut-être un peu jargonneux, mais il faut entendre là les écoles classées en éducation prioritaire et éducation prioritaire renforcée en quelque sorte. Donc, tout ceci pour vous dire qu'il y a effectivement cet effort pour accompagner les plus fragiles dans les secteurs urbains et périurbains, mais pas seulement. Et j'en veux pour preuve le travail que nous avons conduit dans le cadre de la carte scolaire. Ce n'est pas du tout pour mettre en avant. Ce n'est pas mon propos et ce n'est pas ainsi que je fonctionne. Mais nous avons, en concertation aussi, avec les présidents des associations de maires, avec les élus locaux, nous avons fait tout un travail avec les IEL et j'y étais très attentif pour limiter les mesures éventuelles de fermeture. J'en veux pour preuve, dans plusieurs lieux, le fait que j'ai opté pour le maintien d'une classe, alors même que les effectifs, a priori, me poussaient à aller vers une décision de fermeture de classe. J'ai maintenu des classes dans certains lieux, justement en ruralité, pour que des enfants en CP puissent être entre 13 et 15, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que ce que nous mettons en place dans les secteurs de l'éducation prioritaire. Alors je ne vais pas systématiser, mais lorsque c'était possible, lorsque les conditions étaient réunies pour le faire, cela a fait partie de la réflexion.
De la même manière, mon prédécesseur, à qui je souhaite rendre hommage, avait installé un dispositif qui s'appelle plus de maîtres que de classes. Peut-être connaissez-vous les uns les autres ce dispositif, qui avait vocation à être déployé uniquement sur l'éducation prioritaire. Et mon prédécesseur avait fait ce choix de voir dans certains secteurs isolés, ruraux, s'il était possible d'implanter ce même dispositif. Non seulement je l'ai maintenu, mais je l'ai même un peu élargi encore à ces secteurs ruraux. C'est un choix. En termes d'arbitrage par rapport à la carte scolaire, c'était la volonté de faire que les conditions d'accompagnement des enfants pour leur réussite s'entendent au regard, bien sûr, des dispositions posées au niveau national, mais s'entendent aussi et s'adaptent aux réalités de notre département. Et c'est, me semble-t-il, en tout cas je l'espère, tout à fait conforme aux orientations de M. le ministre qui veut que nous soyons très attentifs aux réalités territoriales. Donc c'est dans cet esprit-là, même modestement, mais que j'ai voulu apporter une teinte particulière dans le cadre de l'exercice de carte scolaire. Nous avons également, de concert, travaillé à des projets qui me semblent vraiment porteurs dans le cadre d'une charte académique qui a été signée dans notre département cet été par Madame la rectrice, par Monsieur le préfet et par les élus localement. Nous avons une charte académique qui prévoit la mise en place de protocoles ruralité. Il en existait un qui avait été signé en juillet 2017 dans le Petit-Vrai. Et l'an passé, nous avons œuvré avec les IEN que j'ai vraiment mis très tôt en charge d'identifier des secteurs où nous pouvions imaginer en concertation, pour reprendre le propos de M. Lebeltier, dans le cadre du dialogue que nous avons, l'idée a été de voir si nous pouvions, localement, imaginer de nouvelles organisations scolaires. Et nous avons signé ainsi 4 protocoles nouveaux, 2 dans le Montarbois, 1 dans la circonscription de Châteauneuf-sur-Loire et 1 dans la circonscription d'Orléans-Saran. Ces protocoles, en tout cas ces dispositifs qui ne sont pas modélisants, c'est-à-dire que nous avons vraiment des situations très diverses, ont été construits, co-construits, sur la base de la réflexion avec les élus pour appréhender une réalité. Nous sommes dans un département qui a une dynamique démographique depuis de nombreuses années, et au niveau académique, mettez-moi cette expression un peu triviale, nous sommes un peu la locomotive démographique de l'académie depuis des années. Mais depuis 2 ans, on le voit dans le premier degré, même si en pourcentage, cela reste très limité. Je crois que c'est 0,7% de nos effectifs. Mais nous avons depuis 2 ans un tassement, non pas une tendance, mais un tassement des effectifs dans le premier degré. Cette année, en cette rentrée 2018, nous avons perdu 482 élèves. Sur les 70 000 au premier degré, comme je vous disais, ce n'est pas quelque chose qui pose en soi une difficulté majeure. Mais c'est un signe, et ces 482, il faut bien l'entendre, c'est un global sur le département qui tient compte, au contraire, de secteurs qui démographiquement croissent de manière non pas exponentielle, mais très importante. Ce qui veut dire qu'il y a certains territoires dans notre département, comme dans d'autres départements, puisque je sais que vous êtes des DEN pour certains d'entre vous dans d'autres départements, peut-être plus marqués encore par cette baisse démographique. Il y a des secteurs où effectivement la question des effectifs d'élèves se pose. Alors je ne parlerai pas ici du cycle 3, parce que j'ai bien compris que M. Lebeltier avait un avis tranché sur la question, mais tout simplement je dirais que nous constatons, et moi aussi j'ai en tête cette belle école qui est chère à nos cœurs, l'école communale. Ce bâtiment, l'école de la 3e République, c'est vraiment... Nous avons collectivement
et je partage totalement ce point de vue, un attachement fort à ce modèle de l'école républicaine. Mais aujourd'hui, dans nos campagnes, ces classes qui étaient pour certaines pleines à une époque, et voilà, se sont vidées. C'est une réalité. Donc, il y a des situations où effectivement nous sommes en difficulté pour maintenir une classe dans une commune. Et tout l'enjeu du protocole, c'est de se dire, localement et collectivement, sommes-nous en capacité de réfléchir ensemble pour que ce ne soit pas forcément une école dans ma commune, mais une école pour ma commune. Et c'est tout l'enjeu de ces protocoles qui ont permis, je citerai l'exemple de Poisson, qui me revient à l'esprit, où nous avions, en l'occurrence, sauf erreur de ma part, des écoliers qui devaient le midi prendre un bus parce que le lieu de restauration était dans une autre commune. Je ne pense pas que ce soit la situation idéale. Nous avons d'autres situations. Nous avions une enseignante qui d'ailleurs spontanément l'a dit, qui était toute seule dans sa classe. À 3 km, il y avait une autre école. Dans les deux situations, des classes à plusieurs niveaux, des enseignants isolés. Et le projet consistait effectivement à regrouper sur un périmètre qui est quand même très très limité. Les enseignants sont manifestement ravis de travailler ensemble. Elles constituent, ça y est, à deux, c'est une équipe. En tout cas, elles se soutiennent. Si un élève, par exemple, a une difficulté ou pose un problème, et que l'enseignante, isolée dans son école, dans sa salle, dans sa classe unique, au fin fond de la campagne, cela pose un problème de responsabilité. Clairement. Sans compter que l'échange entre eux. Oui, mais j'entends bien, mais en même temps, aujourd'hui, et vous le disiez très justement l'un et l'autre, le profil de nos enseignants a changé. Ils abordent le métier, ils l'abordent à 23, 24 ou 25 ans. Certains d'entre eux ont déjà une vie ailleurs, se sont installés. Et d'ailleurs, c'est toute la difficulté pour les attirer dans notre département et les convaincre d'y rester. Et un jeune, plus souvent jeune enseignant, isolé dans un village, on a beaucoup de mal à les stabiliser, à leur donner envie de rester. Et le fait, là, cet enseignant, clairement, était ravi du travail que nous avons opéré, encore une fois, sur un secteur extrêmement resserré géographiquement. Il ne s'agissait pas de priver les enfants et les familles sur la commune d'une école, simplement de poser ensemble une organisation différente pour que le service public d'éducation soit toujours présent, quels que soient les lieux, mais que nous puissions avoir aussi une dynamique pédagogique, que plutôt qu'une classe à 2, 3, voire 4 niveaux, les enfants se retrouvent avec un groupe plus important et puissent travailler sur le développement des compétences avec un groupe élargi. Donc c'est toute cette logique que nous essayons de mettre en place, modestement, parce que clairement, et c'est normal, les représentations de la vie dure, je le sais, et tous les ans, j'entends des expressions, l'ombre de l'hiver, le coup près des fermetures de classe, c'est souvent ce que nous entendons, je le sais bien. Et c'est comment amener les uns les autres à comprendre que ce n'est pas dans cette logique que nous souhaitons nous inscrire. Il y a un principe de réalité, les élèves sont là ou ne sont pas là, mais il y a la volonté forte de l'État, et je souhaite, et j'espère en tout cas au quotidien, porter cette volonté, d'offrir cette école de qualité, quels que soient les territoires, avec de nouvelles organisations ponctuellement, avec des mesures d'accompagnement, de maintien de classe là où nous pouvons trouver des alternatives pour éviter justement ce que vous soulignez très précisément, à savoir cette raréfaction des services publics dans un secteur donné. Je crois que c'est essentiel que nous ayons ça à l'esprit, d'autant que nous sommes l'éducation nationale, l'école, c'est parfois le dernier symbole de cette présence locale. Donc il est important que nous gardions cela à l'esprit, cette volonté forte, mais qu'en même temps nous tenions compte d'une réalité et que nous nous adaptions à cette réalité. Donc je pense que c'est vraiment dans cet esprit, en tout cas j'en suis convaincu, que je souhaite porter, que j'ai souhaité porter, que je continuerai à souhaiter porter
porter l'exercice de la carte scolaire et de la réflexion globale que nous menons. Pardon. Juste un point, toujours sur la qualité. Pour dire que, quels que soient les territoires, nous sommes extrêmement attentifs justement à développer, au-delà des chiffres, au-delà donc de cette approche quantitative, la dimension qualitative. J'en veux pour preuve le travail que nous faisons effectivement autour du numérique. L'État a relancé effectivement, c'est le plan qu'on appelle ENIR 2, et dans le cadre des protocoles que nous mettons en place, des chartes ruralité, protocoles ruralité, mais aussi au-delà, j'ai souhaité que nous puissions porter très fortement au niveau du département l'appui auprès des communes concernant l'aide de l'État, l'aide à la participation de l'État pour l'équipement numérique et à notre niveau pour l'accompagnement en termes de formation des équipes. Parce que avoir des tablettes, avoir des ordinateurs dans une école, c'est nécessaire, mais certainement pas suffisant. Il faut qu'il y ait une adhésion des équipes, il faut qu'il y ait une formation des équipes pour qu'ils s'emparent de cet outil, qui est effectivement un des outils, mais un outil intéressant pour la réussite de tous les élèves, en particulier dans les secteurs ruraux. Donc, au-delà, accompagnement, formation, et c'est ce que nous déployons en termes de formation continue. Je ne reviens pas, Monsieur le Président, sur la formation générale. Je sais il y a une chose qui est claire actuellement, à travers les dispositions qui ont été prises par le ministre pour cette rentrée. Il y a un constat qui était fait, que les performances de nos enfants, quels que soient les secteurs, et au niveau national, ce n'est pas propre à notre département, les performances, que ce soit en maîtrise de la langue, que ce soit en mathématiques, ne sont pas à la hauteur de ce que nous pourrions raisonnablement attendre. C'est la raison pour laquelle il y a un vaste plan de formation qui a été engagé, cette année par exemple, sur les 18 heures de formation pour les enseignants, obligatoirement, la moitié, 9 heures seront consacrées à la maîtrise de la langue, 9 heures à l'enseignement des mathématiques. Donc ça, c'est une disposition qui est en vigueur dans tous les départements d'académie et normalement dans tous les départements de France. Donc ça, c'est un premier point. Action de formation aussi, avec la mise en place de ce qu'on appelle le plan Villani-Torossian. Et M. Torossian, en tant que spécialiste des mathématiques, a considéré qu'il fallait qu'on déploie au niveau national, et nous allons le faire dans notre département également, un plan de formation et d'animation de séquences pédagogiques pour les enseignants autour des mathématiques et de l'enseignement des mathématiques, donc de l'approche de la didactique. C'est un élément supplémentaire. Il y a une nécessité et une prise en considération très claire de cette nécessité d'un renforcement des compétences de nos élèves sur les savoirs fondamentaux. Pour ce faire, des indicateurs sont mis en place à travers les évaluations en CP, en CE1, en 6e, en seconde. Et sur cette base, il y aura un accompagnement et une aide supplémentaire donnée aux enseignants pour leur permettre justement de prendre en charge les besoins de chaque élève dans la classe et d'accompagner l'élève le plus tôt possible. Je m'arrête sur ce point parce que je pourrais vous en parler longuement, mais je pense que c'est un point important. Tout ceci pour vous dire qu'au regard de la problématique de la ruralité que nous évoquions, il y a, de mon point de vue, une volonté forte et une mobilisation des acteurs pour faire en sorte que dans la ruralité comme ailleurs, il n'y ait pas d'opposition, de contraste, et que si contraste il y avait, ceci soit atténué et que nous ayons cette même réussite pour tous les enfants. Donc je crois beaucoup aux vertus du dialogue, et je sais à quel point nous sommes inscrits dans cette dynamique. Moi, j'ai besoin de vous, tout simplement, au quotidien, dans les écoles, dans votre action, pour porter cela, ce climat de confiance que nous souhaitons
voire perdurer, ou même accentuer dans certaines situations. Juste une dernière parenthèse pour dire que nous allons innover cette année, puisque dans le cadre de l'élection des représentants de parents d'élèves, les DDEL, la FCPE, l'APEP, ensemble, nous avions projeté cela, ensemble, ont conçu dans le département une campagne d'affiches qui ont été apposées dans toutes les écoles, collèges, lycées, une vaste mobilisation collective pour faire en sorte que les parents soient davantage représentés et s'inscrivent aussi dans cette école de la confiance où ils ont un rôle à jouer en appui du travail que nous faisons. Donc, c'est modeste, j'en ai conscience, mais je trouve que c'est aussi un signal fort du travail de partenariat que nous conduisons.